Bonjour à toi Thierry Carole, bonjour Soflane, bonjour à nos téléspectateurs ce lundi. Alors, il ne se passe pas une journée, un mois, disons pas une journée, il ne se passe pas un mois sans qu'on parle de foires, de salons, de festivals au Cameroun. Les organisateurs viennent d'horizons divers et à chaque fois, cet événement est vendu un tout petit peu comme une excellente tribune, soit pour valoriser le savoir-faire local, soit pour œuvrer pour le développement. Ce sont des événements donc qu'il faut évidemment crédibiliser et capitaliser et on a décidé un peu d'en parler avec vous ce matin, Monsieur Patrick Christian Debo, surtout quand on sait que les rideaux sont tombés hier sur la première édition de la FIAC à Douala. Oui, effectivement, Soflane, vous faites bien de le dire, c'est-à-dire le terme de cette première édition de ce qu'on a appelé la fête du commerce et des affaires, la FIAC, qui s'est tenue, n'est-ce pas, au niveau du complexe Camtel de Bépanda, était un prétexte tout trouvé pour nous, pour entamer cette semaine, avec bien évidemment dans la foulée de cette annonce du ministre des Finances qui annonce pour les opérateurs économiques, les PME, n'est-ce pas, une enveloppe de près de 30 milliards qui viendrait apurer une partie de la dette jusqu'à l'exercice 2016. Un petit coup de pouce pour cette économie, pour ces PME, même si quelques-uns disent que au regard de tout ce qui est dû en termes de dette publique, c'est peut-être très peu, mais vaut mieux ça que rien. Et lorsqu'on a ce genre d'événement comme la FIAC qui vient mettre en exergue, qui ambitionne de mettre en exergue, n'est-ce pas, ce potentiel de cette petite et moyenne entreprise qui produisent localement, on peut s'interroger sur justement l'impact que de tels rendez-vous peuvent avoir réellement sur cette économie-là. D'abord, la FIAC s'est achevée. Les organisateurs nous parlent de quelques 80 000 à 100 000 visiteurs, sans compter ceux qui sont entrés. C'était déjà un succès, disent-ils eux-mêmes, pour cette première édition. Quelques éléments ont été observés de ce côté sur les 500 exposants qui étaient attendus. Effectivement, 550 et même un peu plus ont répondu présents, ont cogné à la porte. Et on a quand même observé, au-delà de ce caractère de foi qu'on a donné à cet événement, comparé à un événement comme Promote qui est un salon, on a des festivals qui sont ça et là, comme Fomaric par exemple, on a des salons, des foires et autres qui concernent différents secteurs d'activité dans notre pays. On se pose bien la question de savoir si le public cible lui-même et épouse concrètement déjà la culture de ces rencontres-là. Il est parfois difficile de faire la différence entre ce qui est foire, ce qui est salon et ce qui est festival. On a dans l'imagerie populaire comme l'impression que c'est simplement un instant pour aller faire la fête. On a justement l'impression que tout le monde y va avec l'intention de se distraire, même si les organisateurs, dans leurs intentions aussi, veulent joindre l'utile à l'agréable, en contextualisant dans notre environnement l'organisation de ces événements-là. Il serait bien difficile d'imaginer, par exemple, un festival, je vais dire plutôt un salon comme celui de Promote, sans avoir un côté ludique, ce qui serait véritablement un paradoxe sous d'autres cieux, où le salon est beaucoup plus un espace de rencontre, un espace de débat, d'échange et de prise de partenariat. On a donc, par exemple, les cas de la foire, la FIAC, et du salon Promote à Yaoundé, qui viennent nous donner la différence entre deux de ces événements, par exemple. On en a d'autres. Alors qu'on réfléchit pendant le salon, à la fois, on vient avec l'intention de faire des affaires directement. Mais est-ce que la culture, par exemple, pour le cas de la FIAC qui s'achève, qui est une foire, a été imprégnée par le public cible? On peut encore se poser la question, même si on s'accorde à dire que la première édition était peut-être celle-là qui permettrait à ce public cible de se rendre compte de la différence qu'il y avait, par exemple, entre Promote qui lui a déjà fait son chemin et la foire ici à Douala. Mais on s'est surtout rendu compte qu'il y avait une grosse propension à aller vers le divertissement. Et quand on regarde un peu les habitudes du public à Douala et celui de Yaoundé, on sort un peu tardivement à Douala. À Yaoundé, on va un peu plus tôt. Et les organisateurs ont dû se rendre compte que la ville de Douala avait ses habitudes à elle. Et on peut donc à la suite se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans l'esprit de nos concitoyens, dans l'esprit du public cible, ces événements-là épousent effectivement l'intention qu'on leur a donnée dès le départ. C'est-à-dire qu'on mette un maximum d'éléments en termes de communication, d'éducation, pour que ces événements-là soient effectivement ceux qui sont programmés d'être. Je vais vous donner un exemple. Avec une ville comme Marrakech au Maroc, vous ne ferez pas une semaine
sans avoir un événement de ce type d'envergure, que ce soit une foire, que ce soit un festival, et ça donne un tonus à l'économie. Oui. Vous avez effectivement, à travers ces événements-là, la possibilité de condenser sur des endroits particuliers à la fois des entreprises, à la fois des créateurs, à la fois l'ingéniosité parfois dans l'art et tous les domaines possibles, et des consommateurs qui viennent de tous les horizons. Ce qui fait de la ville de Marrakech une destination maintenant pour toute autre activité, une destination pour des personnes qui viennent de tout horizon. Comment faisons-nous chez nous exactement pour que tous ces foires qui pullulent et qui pour l'instant nous donnent l'impression d'être organisés pour le bénéfice des organisateurs, oui. Comment faire pour que ces foires-là soient transformées en véritables rendez-vous, ces festivals, ces salons qui donnent une plus-value justement à notre économie. Voilà toute la question qu'on peut se poser au terme justement de cette FIAC qui pour l'instant au regard des résultats qui sont d'ailleurs donnés par les organisateurs affiche quand même un succès sur les attentes et les prévisions. Maintenant, on a eu la possibilité de rencontrer quelques exposants. En tout cas, la majorité de ceux que nous avons rencontrés sont à la fois surpris, émerveillés et peut-être avec les intentions qu'ils avaient dès le départ de venir juste tester, se disent qu'on aurait pu faire mieux. Et même les visiteurs se surprenaient de savoir que nous allons vers la fin. Vous voyez, cette culture-là nous manque. Et maintenant, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela soit effectivement quelque chose de rentable pour nos économies. Et d'ailleurs, c'est clair, c'est la question, parce que normalement, on devrait savoir comment transformer ces moments en atout pour l'économie. Et justement, lorsqu'on parle de transformer ces rencontres-là et ces rendez-vous en atout pour l'économie, ça va en droite ligne des intentions qui sont souvent présentées. Dans le lot de ceux qui organisent ces événements, il n'y a pas que ceux qui ont l'intention de se faire de bonnes choses dans les bourses. Oui. Il y a des gens qui ont peut-être de belles idées qui peuvent servir à l'économie. C'est en cela peut-être qu'il faut commencer à se questionner sur l'opportunité de pouvoir organiser à des moments précis un certain nombre d'événements, que ce soit salon, foire ou je ne sais pas, festival. Et dans cette dynamique, s'il n'y a pas un certain nombre d'éléments qui permettent d'avoir l'économie en droite ligne et de lui donner la capacité de faire des plus-values lors de ces organisations, on peut s'inquiéter. Parce que lorsque vous regardez certains de ces rendez-vous, entre l'intention de départ et le déroulement effectif, vous avez plutôt l'impression que c'est uniquement des moments organisés pour le ludique, pour des rencontres. Parfois même, c'est à peine si vous avez la possibilité de venir vivre ce qu'on vivait à l'époque, à la fois, par exemple, de Tinga, où vous aviez l'offre qui était préférentielle par rapport à ce que vous trouviez dehors. Aujourd'hui, les gens ne fixent que les prix par rapport au montant des stands qu'ils ont payés. Comment faire donc pour qu'il y ait une adéquation entre les produits qui sont offerts pendant ces fois, qui sont destinés, proposés de manière concurrentielle à des prix défiant ce qui se fait dehors et qualitatif des produits. On ne retrouve pas encore bien ces aspects-là. À la fin, qu'est-ce qu'il en vient des contrats que les gens ou des contacts que les uns et les autres disent avoir noués au cours de ces rencontres-là? Est-ce qu'ils sont suivis? Est-ce qu'on peut avoir une évaluation au terme de ces rencontres, qu'ils soient salons, foires et festivals, qui permettent aujourd'hui de dire notre économie est passée de X à XY parce qu'on a eu une série de foires, de salons et de rencontres tout au long de l'année? Voilà peut-être la question principale qu'on va se poser. Et au ministère du Commerce, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, le ministère de l'Économie, toutes ces entités qui sont concernées par la plus-value de notre économie et des PME doivent peut-être s'interroger là-dessus. On peut déjà se satisfaire de ce que de plus en plus on en organise dans notre pays, mais est-ce qu'on en organise avec un impact réel sur notre économie? Voilà la question et c'était l'objet de notre regard ce matin pour qu'au finish, ces événements ne nous servent pas qu'à aller prendre une bière, aller voir des concerts, aller s'amuser et à rencontrer. Voilà. Ici, on peut se féliciter. On a quelques images là du côté de la FIAC qu'on avait, c'est vrai, des débats, des rencontres. Il y avait même une bourse de l'emploi. Ouais. Et j'ai pu constater qu'on a quelques 30 à 35 jeunes qui ont eu des contrats directs. Vous voyez, on se demande bien, on peut se poser la question de savoir si l'emploi avait sa place pendant la foire. Mais oui, effectivement, s'il n'y a pas d'emploi, si les affaires ne créent pas de l'emploi, ça ne vaut pas la peine. Et ça, on a pu le vérifier. C'était peut-être quelque chose de bien. Maintenant, il faut que cela s'étende et qu'on ait l'impression véritablement que notre économie tire profit de tous ces moments-là.
Voilà, merci beaucoup, monsieur Patrick Dobon. C'est moi Bonne qui vous journée, remercie. messieurs, et à mercredi. Je vous souhaite pareil. Bonne semaine à vous aussi. Merci bien. Il est 7h passé de 44 minutes et nous allons maintenant nous rendre à l'étranger pour voir un tout petit peu ce qui s'y passe. Au Ghana, 50 journalistes ont été renvoyés d'Australie. Oui, c'est vrai qu'une cinquantaine, il est important de le rappeler, de journalistes ghanéens partis couvrir les Jeux du Commonwealth ont été rapatriés par les autorités australiennes. Donc ils étaient incapables de prouver leur profession de journaliste en répondant aux questions qui leur ont été posées par les services d'immigration. Donc une enquête a été ouverte sur le cas de ces supposés faux journalistes suite à une recommandation du ministre des Sports. Les mises en cause qui accompagnaient la délégation officielle ghanéenne n'avaient aucun outil de travail de journaliste. Et puis on va parler de ce lancement de l'exercice militaire Flintlock 2018, c'est au Niger. Oui, un programme international Flintlock mené par les États-Unis vise à renforcer les capacités militaires des armées sahéliennes dans leur lutte contre les groupes djihadistes. Et chaque année, un exercice militaire conjoint est organisé. Pour 2018, il aura lieu dans la base américaine d'Agadez, voilà, au Niger, et démarrera ce 9 avril. 8 pays sahéliens y prendront part, notamment les membres du G5 Sahel, Mali, Niger, Mauritanie, Tchad et Burkina Faso, même si les États-Unis gardent leur distance avec le projet G5 porté par la France, ils apportent leur soutien sur le terrain. L'année dernière, seuls 3 pays sahéliens ont participé à l'exercice Flintlock en 2018, et c'est tout le Sahel qui soit présent avec 12 pays occidentaux partenaires. L'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des armées sahéliennes et leur action conjointe. Le pape François dénonce l'usage d'armes chimiques en Syrie. Oui, c'est vrai qu'il a déploré bien sûr le recours aux armes chimiques en Syrie où les récents bombardements ont fait plusieurs victimes, dont des femmes et des enfants. Il s'exprimait devant des milliers de fidèles rassemblés à la place Saint-Pierre à Rome. De nouvelles terribles nous parviennent de la Syrie avec des dizaines de victimes, dont beaucoup d'enfants et de femmes, a déclaré le pape. Le souverain pontife a déploré les effets nocifs des substances chimiques contenues dans les bombes. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a appelé à l'arrêt immédiat des combats à Douma, près de Damas, à travers un communiqué. Donc, selon Stéphane Doudjari, porte-parole, Antonio Guterres est profondément préoccupé par la violence intense à Douma et appelle toutes les parties à cesser les combats. Il dit être particulièrement inquiet des allégations de recours à des armes chimiques contre les populations, même si les Nations Unies ne sont pas en mesure de les confirmer. Le Nigeria, pour parler de paix avec des éléments de Boko Haram. Il aura fallu attendre la libération des jeunes filles de Dapchi pour que les langues se délient. Donc le chef de l'État, le ministre de l'Information, puis le patron des services de renseignement nigérians ont alors révéler l'existence de pourparlers de paix avec Boko Haram. Il concerne l'éventualité d'une cessation permanente des hostilités et la possibilité d'accorder l'amnistie aux repentis. Un programme ambitieux qui se heurte aux divisions internes du groupe islamique. D'après les sources sécuritaires, ces discussions s'effectuent de fait avec des factions. L'autre faction, dirigée par Aboubakar Shekau, étant hermétique à toute négociation avec les autorités. Ce n'est pas la première fois qu'Abuja annonce l'ouverture de discussions. On se souvient encore en 2014, l'ancien président Goodluck Jonathan avait même affirmé avoir conclu un accord avec les insurgés, mais les combats avaient repris le début de plus belle, j'allais dire, peu de temps après. Cette annonce intervient à moins d'un an de l'élection présidentielle. La sécurité dans l'extrême nord et du Nigeria est un sujet sensible. Muhammadu Buhari, qui avait été élu en 2015 sur sa promesse de pacifier la zone et qui répète régulièrement que Boko Haram est techniquement vaincu, a été critiqué après la récente flambée de violence et l'enlèvement à Dapchi. À présent, on parle bien sûr de cette situation. C'est une pièce de 3 mètres sur 5, tel est bien sûr le nouvel univers de Lula da Silva. Oui, l'ancien président brésilien Lula da Silva a passé ses premières 48 heures en détention au siège de la police fédérale de Curitiba, dans le sud du pays. Il y occupe un espace spécialement aménagé pour lui au 4e étage du bâtiment. Un lit, une table et privilège, une douche avec de l'eau chaude ainsi qu'une télévision. Lula n'est pas détenu dans une cellule et sera tenu à l'écart des 8 autres condamnés pour des affaires de corruption dans le cadre de l'enquête dit Lava Jato. Un juge anti-corruption lui avait promis
des conditions de détention plutôt spéciales, eu égard à son statut d'ancien président. En Centrafrique, un assaut a été lancé contre les groupes armés. Oui, c'est les forces des Nations Unies et centrafricaines qui ont lancé hier une opération contre des groupes armés à Bangui, dans le quartier de du PK5. Au moins 30 personnes, dont des casques bleus, ont été blessées au cours de cette opération contre les bases des groupes armés de la capitale. Selon le porte-parole de la MINUSCA, la progression des militaires a été gênée par une partie des populations qui soutenaient les milices. Et dans le coup de 2 heures ce matin, eh bien, c'est la MINUSCA qui a été aussi attaquée par une autre base des groupes armés, d'autres groupes armés basés donc dans le quartier du PK5 à Bangui. Voilà, en Tanzanie, on parle de l'inauguration d'un mur. Oui, c'est le président tanzanien John Magufuli qui a inauguré un mur entourant les mines de tanzanite du nord du pays, construit afin de lutter contre les exportations illégales et mieux contrôler la vente de cette pierre précieuse extraite uniquement en Tanzanie. Alors, érigé par l'armée, ce mur long de 24,4 km et haut de plusieurs mètres encercle les mines de Mirerani, proche de l'aéroport international du Kilimanjaro. Sa construction débutée en septembre a coûté 5 milliards de shillings tanzaniens, soit environ 1,8 million d'euros. Avant la construction de ce mur, il y avait beaucoup de fuites de tanzanite de l'ordre de 40% de la production, a déclaré le président Magufuli lors d'une cérémonie retransmise en direct à la télévision nationale, faisant ainsi référence à des cas d'exportation illégale de tanzanite sortis clandestinement par des mineurs. Voilà, pour les informations recueillies hors de nos frontières. Merci à tous d'être connectés ce matin une fois de plus. Sur la page Facebook de Canal Matin, vous êtes très nombreux à réagir pour votre chanson du cœur. Eh bien, vous aurez le privilège d'avoir la chanson du cœur dans les coups de 8h30 par là. Oui. Mais sur ce, nous allons certainement dire merci et un bonjour également particulier à Monsieur Tekene, Monsieur Tekene Gilbert, dit Sankara. Vous êtes du côté du PK11. Vous avez le bonjour du Canal Matin et votre épouse également, Madame Takene Yvonne. Vous êtes tous du côté du PK14. Monsieur Takene Gilbert Sankara. Joyeux anniversaire à MB Amandine, j'y arrive. MB Amandine Ulrich, vous êtes à Dorpassi 3, c'est à Douala. Joyeux anniversaire à vous, joyeux anniversaire à la petite Niki Saratagne sous le ciel de Deido. Merci de nous suivre au quotidien. Nous allons tout de suite retrouver le dernier vidéogramme de